Bonjour à toutes et à tous, Monsieur le Président de la région Grand Est, Président des régions de France, Monsieur le Président de la région Centre-Val de Loire, j'ai envie de dire Val de Loire parce que je crois que ce terme s'imposera petit à petit, Monsieur le Préfet de région, Mesdames et Messieurs les préfets, j'ai vu qu'il y avait les présidents des régions d'outre-mer, de métropole, et Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, les conseillères régionales. Je suis heureux d'être venu. Alors, je ne sais pas si rétrospectivement j'ai bien fait d'accepter l'invitation, parce que j'ai bien compris que j'arrivais dans un moment de tension qui n'était pas prévu lorsque l'invitation m'a été faite, mais c'est la vie politique, et évidemment il ne s'agit pas d'éluder les problèmes, même si je ne voudrais pas qu'on ne parle que de ce problème, parce que je pense que l'avenir des régions de France et ce qu'elles ont à faire, je crois qu'elles ont beaucoup à faire, ne se résume pas à cela. Et ce que nous pouvons avoir à faire ensemble, en tout cas dans le dialogue, dans le travail entre les législateurs, les députés, les sénateurs et les élus locaux et notamment régionaux, ne se résume pas à ce problème, même si parfois ce type de problème devient un obstacle qui bloque les autres travaux et les autres sujets d'échange. Moi, j'avais accepté avec, je dois dire, sans hésitation, avec beaucoup de plaisir, de répondre à cette invitation, bien que je n'ai jamais été élu conseiller régional. Je n'ai jamais été élu dans une région, j'ai été élu local avant d'être député, mais j'avais accepté avec plaisir cette invitation parce que moi, je me définis souvent, quand on me demande politiquement comment je pourrais me définir, comme un régionaliste, entre autres. Ce n'est pas le seul adjectif, le seul qualificatif, mais je le revendique. Et je le revendique parce que je crois profondément en la décentralisation, et je regrette d'ailleurs que, y compris le mot, ne soit plus beaucoup employé dans le débat public. On a beaucoup parlé ces dernières années de réforme territoriale, mais plus beaucoup de décentralisation, et je crois que ce n'est pas totalement un hasard. Donc moi, je crois beaucoup à la décentralisation, et quand on parle de décentralisation, je crois beaucoup à l'échelon régional. Et ne croyez pas que je vienne dire cela ici, comme je pourrais dire dans un autre congrès ou une autre réunion, la même chose en remplaçant simplement l'adjectif régional par l'adjectif départemental, l'adjectif communal ou intercommunal. Non, celles et ceux qui me connaissent savent, et c'est vérifiable par un certain nombre d'interventions que j'ai faites à l'Assemblée nationale, et le président Richert s'en souvient, puisqu'à une époque, il était ministre en charge des collectivités locales, et j'avais participé à tous les débats sur les lois qui concernaient les collectivités locales, que ce soit entre 2007 et 2012 sous la présidence de Nicolas Sarkozy et le gouvernement Fillon, ou que ce soit ensuite entre 2012 et 2017 sous la présidence de François Hollande et les gouvernements Ayrault et Valls. Et je continuerai à le faire, même si ma position de président de l'Assemblée nationale, c'est un peu paradoxal, mais c'est la fonction qui veut cela, m'empêche de participer au débat parlementaire. Mais elle ne m'empêche pas d'avoir un point de vue sur les projets, que ce soit les projets de loi, les projets politiques que nous pouvons porter. Et moi, je le disais, je continue à être un défenseur de la décentralisation, à être girondin, régionaliste, parce que je crois que c'est d'abord un enjeu de démocratie. Je crois profondément que rapprocher le lieu de décision du citoyen, c'est une chose absolument indispensable. Et ça peut nous permettre d'espérer, ce n'est pas une garantie, mais ça me paraît nécessaire, de rapprocher aussi le citoyen de la démocratie, des élus, alors qu'on sait que malheureusement les fossés se creusent. J'ai eu l'occasion de le dire dans ma première intervention en tant que président de l'Assemblée nationale devant mes collègues. Il faut regarder lucidement la situation politique, la situation de notre démocratie en face. Pendant longtemps, d'ailleurs, on disait que c'était les élections régionales, départementales, européennes qui avaient un taux d'abstention élevé. Et on disait que c'est parce que l'enjeu n'est pas très important, parce que souvent, au niveau national, on considère dès que ce n'est plus une élection nationale que ce n'est pas important. Et en réalité, maintenant, l'abstention a crevé les plafonds aux élections législatives, c'est-à-dire à la deuxième élection nationale après l'élection présidentielle. Nous avons été élus, nous, en moyenne, les députés, aujourd'hui, par moins d'un Français sur deux.
Et ce n'est pas une situation à laquelle on doit s'habituer, avec laquelle on doit s'accommoder ou qu'on devrait oublier. Et donc, un des défis que nous avons à relever, c'est le défi de la démocratie. Et moi, je pense que la décentralisation peut y contribuer. Je crois aussi que la décentralisation, c'est une question d'efficacité. Si on veut obtenir des résultats, si on veut avoir des réponses adaptées aux besoins des Français, et les besoins des Français ne sont pas les mêmes sur tous les territoires, eh bien, il faut accepter d'avoir des réponses différentes. Et les réponses différentes, il faut les bâtir démocratiquement dans des assemblées locales, et les régions sont pour cela un échelon fondamental. La majorité, la nouvelle majorité, on peut encore dire, issue des urnes d'avril, mai et juin dernier, que ce soit le président de la République, les députés élus à l'Assemblée nationale, ont été élus et ont revendiqué un projet de transformation. On peut dire de réforme. Le président de la République préfère parler de transformation, mais ça revient au même. Transformation de la France en profondeur, avec la conviction que la France, et je crois que si on le regarde à l'échelle de toutes nos régions, ça nous saute aux yeux, que la France a des atouts, la France a des richesses, la France a des talents. Ce n'est pas là qu'il est le problème. Le problème, il est dans le fait que l'inertie, le conservatisme étouffent trop souvent la capacité à se développer, la capacité à s'adapter. Ce n'est pas un gros mot de s'adapter. Parfois, on a l'impression, peut-être dans certains courants politiques, que si on parle d'adaptation, tout de suite, ça veut dire qu'on se soumet. Ça veut dire qu'on se soumet, ça veut dire qu'on est prêt à s'adapter pour saisir les opportunités, pour éviter les dangers. On le dit pour la mondialisation économique, mais avant d'être économique, la mondialisation, elle est technologique. De toute façon, même si on ne faisait rien, même si on se recroquevillait, elle s'imposerait à nous. Est-ce qu'on préfère se saisir des enjeux, l'enjeu écologique du climat, par exemple, l'enjeu du numérique, pour en saisir les opportunités, ou est-ce qu'on préfère subir ? Ça, c'est concret, et ça nécessite des transformations. Et nous pouvons, moi c'est ma conviction, le faire si on ne le fait pas de façon centralisée, imposée d'en haut, uniforme. Pendant longtemps, on a cru en France, moi je tiens à le dire parce que ça c'est une conviction politique très forte, que pour l'égalité, il fallait l'uniformité. Et donc on nous a expliqué qu'il fallait que partout en France, ce soit pareil pour l'éducation, pour le code du travail dans les entreprises, ou que le mode d'organisation des collectivités locales devait être exactement le même partout. Ouais. Vous avez remarqué d'ailleurs au passage, petite parenthèse que j'aime bien faire, c'est que s'il y a un statut particulier dans les collectivités locales qui a toujours existé depuis le début, et ça n'a jamais gêné personne au niveau central, c'est Paris. Le statut de Paris, totalement dérogatoire par rapport à tous les autres statuts. Et on ne peut pas dire que ça empêche Paris de bien travailler et les autres collectivités de bien travailler. Aujourd'hui, on a développé, fort heureusement, des statuts différenciés, selon, notamment pour les collectivités d'outre-mer. On le fait aussi, je vois qu'il y a le président de la collectivité territoriale de Corse, que je salue, pour la Corse, et c'est très bien. Et moi, je pense qu'il faut continuer dans cette voie-là si on veut avoir, comme le disait le président Richert, si on veut remettre la France en mouvement et développer, exploiter, valoriser tous nos atouts. Et c'est la logique de notre majorité. C'est ce que nous faisons, d'ailleurs, même si c'est parfois difficile à expliquer, tant que les résultats ne seront pas là. C'est ce que nous faisons sur le Code du travail. On ne gère pas une entreprise et les besoins des employeurs comme des salariés ne sont pas les mêmes dans une entreprise de Nantes ou dans une entreprise de Guéret ou dans une entreprise de Marseille ou dans une petite ou dans une grande ou dans une entreprise de service, une entreprise industrielle, agricole, etc. Et donc nous assumons d'adapter les règles à l'échelle de l'entreprise par la négociation. Eh bien, nous devons faire la même chose pour moi à l'échelle des collectivités locales, avec un discours clair sur le fait qu'il y a des nouvelles libertés, et nous devrons en discuter sur les nouvelles libertés données aux collectivités locales. Et le président de la République a déjà ouvert des voies quand il s'est exprimé au Sénat devant la Conférence nationale des territoires, je crois que c'était le 17 juillet dernier, en échange, évidemment, d'une responsabilité.
et y compris, j'y reviendrai, sur la question budgétaire et financière. Alors c'est vrai que ces dernières années, je peux en témoigner, ayant été député déjà pendant 2 mandats, il y a eu beaucoup de débats et parfois de décisions, de réformes, parfois des débats qui n'ont pas donné lieu d'ailleurs à des décisions, à des réformes, malheureusement, on a perdu beaucoup de temps, mais il y a eu des transformations des collectivités locales. Mais on a plus parlé finalement de délimitation des collectivités, pas à vous que je vais apprendre quoi que ce soit en la matière, ou aussi de délimitation de compétences entre collectivités. Mais on n'a pas beaucoup parlé, voire pas du tout parlé, de répartition de compétences entre l'État et les collectivités. Et moi, je crois qu'il y a encore des domaines où l'État pourrait confier de nouvelles compétences, en tout cas on pourrait déléguer par la loi des compétences de l'État vers les régions. Parce qu'il faut être clair, ce n'est pas vers d'autres collectivités, d'autres niveaux de collectivités qu'on pourrait le faire. Et je donne des exemples. C'est mon point de vue. Je ne suis pas ici, d'ailleurs, ni dans ce domaine, ni dans l'autre, le porte-parole du gouvernement ou du président, mais je veux alimenter le débat sur le fait que pourquoi, par exemple, alors que les régions s'occupent déjà des lycées, de leurs bâtiments, de ce patrimoine, de la gestion, de la transformation, on peut être amené à construire des nouveaux lycées, enfermer des anciens, ce n'est pas figé, eh bien on ne le ferait pas pour les universités, par exemple. Aujourd'hui, on a donné aux universités une certaine autonomie, mais en revanche, sur tout ce qui est foncier, tout ce qui est bâti, ça reste quelque chose de très figé au niveau de l'État. Pourquoi ne pas le faire avec les régions? Sur la question des périmètres, je crois qu'on n'y reviendra pas. Moi, je vous le dis très tranquillement, j'ai voté contre la loi de redécoupage des régions. Je pense que c'était une erreur. Mais c'est fait, on n'y reviendra pas. Je me permets de le dire encore plus devant le président de la région Centre-Val de Loire, ici à Orléans. Nous sommes presque des voisins, puisque je suis élu de Nantes. Je pense quand même que l'aberration qui existait déjà avant, elle saute encore plus aux yeux aujourd'hui, d'avoir dans l'ouest et le centre de la France 3 régions, la Bretagne, les Pays de la Loire, la région centre, et qu'il serait assez facile, si on faisait preuve d'un tout petit peu de bonne volonté, d'en faire 2. Et d'avoir une Bretagne qui retrouve enfin sa conception pleine et entière, et une région Centre-Val de Loire qui également pourrait s'agrandir assez facilement, puisque l'Anjou est évidemment très lié à la Touraine et fait partie du Val-de-Loire. Mais c'est une petite remarque au passage, parce que c'est quelque chose qui n'est pas un engagement de la majorité actuelle, mais que je compte bien pousser. Et puis, il y a la question, disons-le, à une époque, une autre majorité, d'ailleurs, avait essayé d'avancer dans ce sens-là, de regrouper, voire de fusionner les départements et les régions. Bon, il faut bien le dire, avec ces méga-régions, on s'est éloigné de cette perspective. C'est ainsi. Moi, je le regrette, mais c'est ainsi. En revanche, il faut que, puisqu'on a créé de plus grandes régions, on en tire les leçons, on a renforcé les capacités des régions à assumer un certain nombre de compétences, aujourd'hui assumées par l'État, à assumer y compris des mécanismes de solidarité territoriale, et c'est extrêmement important. Et donc, moi, je continuerai à œuvrer pour qu'on aille dans ce sens. Je crois que dans la table ronde qui avait lieu juste avant que je m'exprime, il y avait la question de l'expérimentation et de la délégation de compétences par expérimentation entre l'État et les régions. Moi, je souhaite qu'on aille vite en la matière et qu'on ouvre des nouvelles possibilités d'expérimentation, y compris sur la question de l'adaptation réglementaire à l'échelle régionale. Aujourd'hui, les possibilités sont... La voie est tellement étroite que personne ne s'en saisit. Et donc, s'il faut modifier pour cela la Constitution, le Président de la République a dit qu'il y était prêt. Comme je dois, avec le Président du Sénat, faire des propositions au Président de la République sur la réforme constitutionnelle, ce sont des sujets sur lesquels moi je souhaite que l'on avance et sur lesquels je suis prêt à travailler avec les élus régionaux, puisque c'est eux que ça concerne. Alors évidemment, il y a la question des moyens. Ça, il ne faut pas l'éluder, il ne faut pas faire semblant que ça n'existe pas, et notamment lorsqu'il y a un problème. Mais moi je voudrais faire une remarque avant de dire un mot sur le problème actuel, sur cette question des moyens, parce que c'est la même chose dans tous les domaines. Soit on a une approche uniquement de curseur, un petit peu plus, un petit peu moins, et le débat politique se résume à qui
est prêt à dire qu'il va promettre plus ou faire plus quand il est aux responsabilités, ou qui est prêt à promettre moins, soit il n'y en a pas beaucoup en général avant les élections, mais qui fera un peu moins une fois responsable. Moi, je pense que ce débat est mortifère. Si on est uniquement là-dedans, quand on fait un peu plus, c'est même pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens contents, et quand on fait même un tout petit peu moins, il y a toujours beaucoup de mécontents. Et ça alimente l'idée que finalement on ne peut plus rien faire, que la politique est impuissante. Regardez ce qui s'est passé. Je détourne un tout petit peu le sujet pour prendre un peu de recul avec les allocations logement. Si on avait augmenté de 5 € par mois les allocations logement, tout le monde nous aurait dit « vous vous moquez de nous, vous vous rendez compte, 5 €, qu'est-ce qu'on peut faire avec 5 €? Rien du tout. » Et on les baisse de 5 €, je ne dis pas que c'est bien, mais pour des raisons budgétaires, et là tout le monde nous dit qu'on étrangle les allocataires, que certains, si on écoute certains discours, on ne va même plus pouvoir s'acheter à manger. Et c'est vrai que pour certaines familles, certains allocataires, 5 € de moins, ce n'est pas quelque chose de neutre, ce n'est pas quelque chose d'insensible. Mais le débat, il est mortifère. Alors que sur le logement, on dépense près de 20 milliards d'euros, entre 19 et 20 milliards d'euros par an en allocation logement. Donc la question, ce n'est pas une question de moyens, c'est une question d'efficacité de la dépense publique. Et qu'est-ce qu'on en fait correctement de ces moyens pour le logement? Ces 19 milliards qui s'ajoutent à une somme à peu près équivalente pour les aides à la pierre, les aides à la construction, etc., les aides au HLM. C'est-à-dire près de 40 milliards d'euros dépensés tous les ans par l'État, sans compter ce que font les collectivités locales, pour le logement. Et on a une situation où il continue à y avoir toujours plus de difficultés à se loger dans les grandes villes et des prix qui augmentent toujours plus et qui sont donc dans des situations de crise de logement permanente dans un certain nombre de territoires. Donc là, il y a quand même une question, non pas de curseur, non pas de plus ou de moins, mais une question d'organisation, une question de cadre, une question de la façon dont on mène la politique du logement. Et moi, je crois qu'il faut qu'on ait ce raisonnement sur l'ensemble des sujets. Donc que les collectivités locales disent, voilà, qu'est-ce qui nous permettrait de gagner des marges de manœuvre, de gestion, et que l'État, en face, négocie évidemment des transitions. Je ne vais pas m'immiscer dans le débat que vous avez actuellement avec le Premier ministre et le gouvernement. Je pourrais bien avoir mon avis sur la question. J'ai bien compris qu'il y avait un problème et qu'en effet, si on veut tisser des liens de confiance, il faut avoir une certaine visibilité. Pour avoir une certaine visibilité, il faut que des engagements pris tiennent pour un certain temps.